C'est là où ils dorment, quoi. Ils se mettent debout et ils s'accrochent. C'est l'endroit où on va s'entraîner. On a aussi des petites salles où on va plus spécifiquement répéter la partie scientifique. On a une salle pour la réalité virtuelle. On a un peu tous nos équipements qui nous permettent de nous préparer aux missions. Oula, wow, je vais vomir. Ah ouais? Il y a une lune reconstituée ici. Ouais, il y a un endroit qui s'appelle Luna, qui est un simulateur, on va dire grandeur nature, d'entraînement pour les missions lunaires. Ouais. Bah, si j'étais en entraînement, il y aurait une armée de plongeurs qui serait autour de nous. Parce qu'en fait, l'idée de tout ça, c'est qu'il faut représenter l'impesanteur, le fait de flotter. C'est pour ça que vous faites autant d'entraînement, c'est pour être paré vraiment à toutes les situations, j'imagine. Ouais, exactement, exactement. À l'intérieur, il y en a trois. Hein. C'est vraiment dépressurisation, le feu, une atmosphère toxique. À l'extérieur, ce qu'il ne faudrait pas, c'est lâcher, se détacher de la station ou lâcher un élément ou avoir une malfonction du scaphandre, notamment un trou dedans qui te ferait perdre ton atmosphère. Hello pour ce nouvel épisode des Explorations de Flow. Je me trouve aujourd'hui au Centre européen des astronautes situé en périphérie de Cologne en Allemagne. Je vais rencontrer Thomas Pesquet pour voir comment il se prépare à ses futures missions dans l'espace. Mais avant, pour ne rien louper de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne de Brut. Un, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que tu m'entends? Bonjour, Florian, enchanté. Enchanté, salut. Bonjour, Alsen. Enchanté. On enregistre un peu en continu. L'idée, c'est vraiment de comprendre le quotidien d'un entraînement, quoi. Ok. Tu peux m'expliquer où est-ce qu'on est? Ici, on est à Cologne, au Centre des astronautes européens, dans le Training Hall. Training Hall, en bon français dans le texte, c'est l'endroit où on a les maquettes un peu grandeur nature de la station autour de nous. C'est l'endroit où on va s'entraîner. On a un peu tous nos équipements qui nous permettent de nous préparer aux missions. Et ici, derrière toi, c'est aussi une maquette qui représente toute une partie de la station spatiale pour essayer un peu de se préparer à la vie à bord et ce genre de choses. Okay. Donc là, c'est l'ISS taille réelle? Là, c'est taille réelle, ouais. Et si par exemple, tu venais faire une sortie extravéhiculaire, tu vois toutes les mains courantes jaunes, c'est ça qui nous sert à nous déplacer à l'extérieur. Quand tu es en sortie extravéhiculaire, tu te déplaces uniquement avec tes mains, évidemment, parce que tu es en apesanteur. Et donc, tu as des longes, tu peux t'accrocher ici pour te sécuriser. Et puis, tu passes de l'une à l'autre, tu peux faire un demi-tour, passer en dessous, monter, etc. Il y a des barres jaunes comme ça sur toute la station spatiale. Et c'est ça qui nous permet de nous déplacer. Et c'est important, justement, d'avoir des maquettes taille réelle et de connaître par cœur les équipements, j'imagine, avant de partir dans l'espace. Ouais. Alors, il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect intérieur. L'aspect intérieur, encore une fois, tu n'as pas besoin d'avoir l'extérieur, mais ça, on peut le répéter dans les petites cabanes qui sont là-bas. Là, on va avoir vraiment les racks précis, détaillés. On va répéter les expériences scientifiques qu'on sera amené à réaliser. On va aussi répéter les réparations des systèmes qu'on va être obligé de réaliser. On est tout seul à bord de la station spatiale. Pour l'extérieur, ça se passe plutôt à la NASA à Houston, dans la piscine. Mais là, il y a une réplique grandeur nature. Il y a même la numérotation. Chacune de ces petites barres, elle est numérotée sur toute la station qui est grande comme un terrain de foot. Et les gars qui te parlent à la radio, ou les filles, ils savent exactement à laquelle tu es. Toi, tu leur dis le numéro si jamais il y a quelque chose pour échanger. Il n'y a pas des caméras partout. Ça leur sert, eux, à te suivre, à savoir où tu es sur la station. Ok. Et là, du coup, c'est la partie... Il y a plusieurs parties dans l'ISS, c'est ça? Ouais. Il y a 13 modules dans l'ISS. Ici, on est à l'avant. Ça, ce serait la représentation du module européen à l'avant, à tribord. Et là-bas, ce serait le module japonais qui n'est pas représenté. Mais par contre, si tu vas au Japon, tu verras l'inverse. Eux, ils vont t'entraîner sur les modules japonais. Et eux, ils ont la réplique haute fidélité de leur module. Et juste un truc qui simule le nôtre. Ok, on peut aller voir à l'intérieur? Ouais, si tu veux. Ça, c'est une partie qui appartient à la NASA, donc on va s'entraîner ici plutôt à Houston. Tu vois, ici, tu as les couchettes qui sont en haut sur les murs, qui seraient aussi en bas et sur l'autre mur. Là c'est une couchette? Ouais, là, c'est l'évocation d'une couchette, on va dire. Ok, ça marche comment en fait? Une couchette, vous dormez comment dans l'espace? On dort accroché à la paroi avec un sac de couchage et du velcro au mur. Donc vous êtes en position debout Debout, ça n'existe pas. Parce que là, tu es allongé, tu pourrais même dormir la tête en bas, ça change absolument rien. Tu peux même dormir à l'extérieur. Du moment que tu mets ton sac de couchage n'importe où, ça marche. Le fait est que ça, c'est nos seuls espaces un peu privés de la station spatiale. Il y en a 4 ici. Il y en a 3 côté russe. Il y en a un autre côté dans Columbus chez nous. Je vais te montrer ce que c'est assez sombre, mais... C'est là où ils dorment, quoi. Ils se mettent debout et ils s'accrochent justement
pour défier la gravité. Donc c'est ici qu'on passe nos nuits, on a le sac de couchage au mur, on a son ordinateur pour envoyer des emails ou pour appeler avec le téléphone sur IP. On a des choses personnelles ou je sais pas, des items de la famille, des boîtes de chocolat, une brosse à dents, enfin tout ce dont on a besoin. C'est comme une cabine sur un navire en fait. Il n'y a plus du tout de notion en fait de haut-bas, c'est vraiment totalement inversé. Tu peux faire ce que tu veux, mais si tu regardes autour de toi, la plupart des étiquettes et des équipements, ils sont quand même toujours à peu près dans le même sens. Si tu regardes les lumières, elles sont aussi toujours à peu près en haut. Okay. Et donc ça recrée une espèce de haut et de bas. Et quelque part, tu vas toujours avoir la Terre sous tes pieds. Ouais. Parce que nous, on tourne autour de la Terre comme ça. Et si je regarde là-haut, ce serait le ciel, les étoiles. Si je regarde là en bas, ce serait la Terre. Et c'est pour ça qu'on a nos fenêtres d'observation sur le bas de la station. Mais on pourrait très bien voler complètement à l'envers avec la station. Ou sur le côté, on le fait d'ailleurs parfois. Parfois, on fait tourner toute la station pour qu'un véhicule puisse s'arrimer. Et nous, à l'intérieur, on ne se rend même pas compte qu'on est à 90 degrés. Ok. Et vous êtes combien dans une station comme ça? Ici, on serait au maximum, moi pendant ma mission, on était au maximum 11, au minimum 3. Ok. Voilà. Et il y a toutes les nationalités représentées au sein de la même station? Ouais, c'est une station internationale comme son nom l'indique. En fait, il y a vraiment une partie russe qui était la suite de Mir, que les Russes se préparaient à faire. Une partie qui a été plutôt sous leadership de la NASA, où il y a les Japonais, les Canadiens, les Européens. Quand je dis les Européens, c'est, allez, on va dire un consortium d'une dizaine de pays, avec notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, qui sont les 3 plus gros. Et donc tous ensemble, chacun son tour, dans des équipages mixtes, on va dire, avec plusieurs nationalités, on vole vers la station. Il y a toujours des Russes et des Américains, parce que c'est les 2 plus gros. Et ensuite, moi, j'ai eu la chance de voler avec des Japonais, mes collègues italiens ont eu la chance de voler avec des Canadiens, des choses comme ça. On a Piotr qui travaille sur son ordinateur, un de nos 2 brillants cosmonautes russes. Maintenant, on est tout à l'avant de la station spatiale. On va tourner à l'avant, à gauche, donc à bâbord, et on est dans le GEM, le module japonais. Alors ici, tu arrives dans Columbus. Ah là, c'est étroit. Quand on sait que les astronautes peuvent passer plusieurs mois dans l'espace, là, Thomas Pesquet, au total, il y a 396 jours en cumulé. C'est pas une vie faite pour tout le monde. Ils passent leur temps entre ici, du coup, cette salle, pour faire des expériences, et de l'autre côté, là-bas, où il y a plus l'espace de vie avec les couchettes. C'est assez spartiate quand même, même si c'est de la haute technologie. Ici, c'est là où j'ai passé l'essentiel, pas l'essentiel, mais une bonne partie de mes 400 jours dans l'espace, à réaliser des expériences scientifiques pour l'ESA, pour l'Agence spatiale européenne, pour le CNES, l'Agence spatiale française notamment. Et tu vois, autour de nous, il y a soit du stockage, on utilise toutes les surfaces, hein. Il y a soit du stockage, soit des équipements. Ici, là en dessous, ce serait des calculateurs, ce serait le système d'énergie électrique, ce serait la ventilation, ce serait le système qui nous permet de purifier l'air et de faire en sorte qu'on ne s'étouffe pas. C'est comme dans un sous-marin, c'est étanche. Ou alors, il y a des installations de recherche. Okay. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et nous, on se sert de ce module pour accueillir ces racks de recherche et faire nos expériences. Et comment ça se passe justement pour la recherche? Qu'est-ce que vous étudiez dans l'espace? À quoi ça sert justement au final? Ouais, alors à quoi ça sert? C'est une question qu'on m'a posée super souvent depuis 2009. Ce qu'on fait dans la station spatiale, c'est 2 choses. On fait de la recherche et de l'exploration. Souvent les gens en voient qu'une des 2. D'abord, l'exploration, c'est aussi quelque chose dont on se sert pour aller plus loin et aller un jour ultimement vers Mars et répondre à des grandes questions. Pour la recherche, c'est vachement simple. Par exemple, si tu penses à des alliages, des trucs simples, sur Terre, c'est des choses qui se sédimentent en fonction de leur masse volumique. Dans la station, ça ne se passe pas. Donc nous, on peut vraiment accéder à ce qui se passe au niveau moléculaire et renvoyer la connaissance dans les laboratoires. Pour tout ce qui est cristaux aussi, les protéines dans ton corps, c'est des structures de cristaux. Les cristaux sur Terre, quand tu essaies d'en fabriquer in vitro, c'est des choses qui s'écroulent sous leur propre poids. C'est des structures super fragiles, des structures cristallines. Nous, on arrive à les faire dans la station, elles ne s'écroulent pas, ensuite on les frise, on les fige, on renvoie sur Terre des gros cristaux et ça fait avancer la recherche scientifique. C'est que des trucs comme ça. C'est des choses qu'on ne peut pas faire sur Terre et l'impesanteur nous permet de les faire ici dans la station. Donc là, c'est là où ils font leurs expériences. Ça permet de pouvoir opérer en zone stérile. Et là, du coup, on a vu l'endroit où vous faites toutes les expériences, l'endroit où vous dormez. Ouais. Où est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que vous mangez? Alors là, tu peux nous montrer? Non, je peux pas parce que là, tu as 10% de la station. Ah oui, ok. Voilà, donc le reste, tu as vu, il y en a une part au Japon, il y en a une grosse part en Russie, okay. Il y en a une part aux États-Unis. Donc on mange pas en Europe? On mange pas en Europe. Sauf une fois, moi, j'ai invité les gens ici, j'ai fait un repas dans Columbus pour faire un peu 14 juillet, mais c'est pas un endroit où on est censé manger. L'endroit où on est censé manger, il est un peu à l'arrière de la station, il y a une table qui se déplie, mais on l'a pas ici, parce que ça, c'est un système qui appartient à la NASA. Et toutes les parties sont séparées ou non? Vous vivez tous ensemble quand même? Non, on vit tous ensemble, okay. Mais tu sens bien que côté, alors sous leadership américain, c'est plus harmonisé.
tu vois que les modules se ressemblent, qu'ils soient japonais ou européens, c'est un peu la même forme, les mêmes couleurs, les mêmes techniques. Par contre, la partie russe, eux, tu sens bien qu'ils avaient fait leur truc à part avant et qu'on a mis les deux ensemble. Et par exemple, tu vois, eux, ils ont du 28 volts en énergie électrique et nous, on a du 120 volts. C'est même pas le même voltage en fait. Donc, tu es obligé de convertir entre les deux si tu veux échanger du courant. Ok, trop intéressant. Là, c'est la limite entre le côté russe, vraiment fabriqué, conçu en Russie et lancé par des lanceurs russes, et le côté plus, on va dire, sous leadership américain, mais un peu plus international. On a notre table à manger, vous voyez, avec nos condiments, sel, poivre, ketchup, mayonnaise, moutarde, tout ce qu'on veut bien, notre nourriture qui est stockée là derrière. Là, on voit grosso modo, il y a très peu d'intimité en fait. Vous êtes vraiment les uns sur les autres pendant assez longtemps. Comment on le vit ça justement? C'est combien de temps dure une mission? Moi j'ai fait 2 fois 200 jours. Ok. Ouais. Et écoute, on est entraîné pour ça, on est sélectionné pour ça. C'est des gens qui a priori sont habitués à travailler en équipe, ont été dans des milieux extrêmes, etc. On s'entraîne, on va faire de la spéléologie, on a fait des missions de 9 jours sous l'eau dans un petit module. Et puis surtout, le secret, c'est aussi de bien se connaître. Quand tu connais bien tes collègues, à la limite, tu sais ce qui les énerve, tu sais ce que toi t'énerve, ils le savent. Et donc, tu arrives à éviter ça pendant la mission. Ce qui est le pire, ce serait de découvrir les gens avec qui tu voles le jour du lancement. Là, ce serait quand même un souci. Est-ce que vous entraînez ensemble pendant longtemps? On s'est entraîné 2 ans ensemble. On sait très bien que le gars, faut mieux pas lui parler de ça, ou elle, quand à la fin, elle est de mauvaise humeur, ou tu vois des choses comme ça. Ouais. C'est des petits trucs, mais ça marche super bien. Mais effectivement, mine de rien, ça a l'air de rien ce truc-là, mais c'est important d'avoir ton petit coin à toi. Tu peux passer tes coups de fil, t'envoies tes emails, tu t'isoles un petit peu, sinon tu es toujours dans un milieu commun. Et j'ai une question qui peut paraître anecdotique parce que je ne sais même pas si c'est déjà arrivé, mais qui pourrait ne plus l'être s'il y a des vols habités très longs, celui de la sexualité. Comment ça peut se passer dans un futur où on part 2 ans sur une colonie potentiellement Écoute, je sais pas, c'est pas des trucs que nous on recherche dans la station spatiale. Il n'y a jamais eu de recherche par exemple avec des animaux, ce genre de choses, sur est-ce que le corps se comporte de manière différente? Non, je pense pas. Après, c'est sûr que quand tu parles d'une grossesse en impesanteur, ce serait un vrai problème parce que pour le développement tu vois, du squelette, du fœtus, des choses comme ça, je suis pas sûr que ce serait complètement viable. Okay. Mais pour l'instant, non, c'est pas des choses qu'on étudie. On sait que le max, pour l'instant, c'est 300 jours vers Mars. Bon, ça va, ça c'est pas des choses qui impliquent la reproduction. Après, pour des scénarios de colonisation, on est pas encore. Ok. Attention la tête. Nous, on passe en volant, c'est quand même beaucoup plus simple. Et là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Ce module-là, c'est la partie russe, c'est ça? Ça représente l'arrière de la station, et à l'arrière de la station, c'est les Russes. Là, c'est la TV, c'est un véhicule ravitailleur, donc il faut voir que ce truc vole tout seul et vient s'arrimer à l'arrière de la station. Lui, il nous ramène de la nourriture, du cargo, de l'eau, de l'oxygène, des vêtements, des expériences scientifiques. Depuis la Terre, il y a des roulements, c'est ça? Oui, bien sûr. La station, elle a 400 km, elle est ravitaillée constamment depuis la Terre avec tout ce qu'il nous faut pour réaliser la mission. Alors après, il y a des choses, par exemple, on recycle quasiment jusqu'à 98% de l'eau, donc on n'a pas besoin de beaucoup de ravitaillement d'eau. Mais c'est surtout pour les expériences scientifiques qu'on a besoin de monter des choses et de redescendre des choses. Mais en gros, ici, on est tout à l'arrière de la station. Il faut imaginer 70 mètres de station spatiale, 100 mètres de panneaux solaires. Et ce module-là que tu vois ici, il serait complètement à l'opposé. Complètement à l'opposé. Et question, mais comment ça se passe avec les Russes et les Américains en ce moment? Est-ce que ça a un impact justement quand on est dans l'espace? Alors ça a un impact pas nous au niveau des équipages, parce que nous on se connaît bien, on est tous dans le même bateau, il n'y a pas de frontières dans la station spatiale, mais entre les organisations, depuis longtemps, depuis 2014, depuis la Crimée, c'est difficile de travailler ensemble. On y arrive parce qu'on a cette station spatiale et c'est bien, parce que moi je trouve que c'est quelque chose qui est positif pour le fait que les peuples s'entendent, mais on sent bien que les relations sont tendues entre les organisations. Et aujourd'hui, on a des impacts mais qui restent assez minimes, mais demain on sait que pour la suite les Russes en feront pas partie. Le programme Artemis de retour sur la Lune qui a les mêmes partenaires que la station spatiale, sauf les Russes. Ok, parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas indépendante totalement, justement, d'un point de vue spatial. Les lanceurs, ils sont russes ou américains, c'est ça? Alors, pour les vols habités, oui. Pour les vols habités, les vols habités, c'est envoyer des gens, des hommes et des femmes dans l'espace. Pour ça, on n'a pas de capsule. On a une fusée qui a beaucoup de capacité, qui est Ariane 6, avant Ariane 5, mais on n'a jamais fait en sorte qu'elle puisse envoyer des gens dans l'espace. Et mine de rien, c'est plus compliqué. Et surtout, ce qu'il faut, c'est un véhicule qui soit le dernier étage de la fusée, plutôt que ce soit un satellite, un véhicule un peu dans le genre de ça, qu'on viendrait installer sur le dernier étage.
et qui nous permettrait de relier, en gros, entre le moment où la fusée te lâche et jusqu'à ce moment où tu t'accroches, comme le fait la TV dont on parlait, ça t'assure le transfert, en gros, des astronautes et des équipements. Ça, on n'en a pas eu en Europe. On a eu les velléités d'en avoir avec le programme Hermès dans les années 90. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, c'était en retard, c'était un peu hors budget, et puis tu sais, on est aussi victime de la géopolitique. L'Allemagne s'est réunifiée, ils ont besoin de leur argent pour harmoniser le niveau de vie entre les deux. Ils ont dit tout ce qui est optionnel, malheureusement, on ne peut plus. La France s'est retrouvée toute seule et on a arrêté le programme. Et aujourd'hui, vous partez avec quel module pour les vols habités? Aujourd'hui, on part soit avec du Soyouz russe, enfin traditionnellement soit avec du Soyouz russe depuis Baïkonour, ma première mission, soit avec le Crew Dragon de SpaceX depuis la Floride, ma deuxième mission. Et maintenant, on part plus avec le Soyouz russe. On dépend de Elon Musk et de Poutine aujourd'hui pour les missions habitées. Ouais, pas vraiment. On dépend plutôt des accords qu'on a pris il y a longtemps et c'est surtout la NASA qui décide. Alors Elon Musk, ouais, c'est le directeur de SpaceX, mais c'est quand même la NASA qui a mis en place le programme et qui aujourd'hui est le client et qui fait en sorte qu'il y ait le ravitaillement régulier vers la station spatiale. Et aujourd'hui, on parle de conflits, etc. Est-ce que ces conflits pourraient se prolonger dans l'espace? On le voit déjà pour les satellites et l'observation, tout ce qui est vraiment récolte de data. Ouais. Est-ce que ça pourrait aller plus loin? On parle en ce moment de guerre dans l'espace potentiellement un jour? Guerre dans l'espace, tu sais, il y a beaucoup de notions qui ne sont pas forcément exactes. Ce qu'on peut faire, ce qu'il y a dans l'espace, c'est surtout de l'observation, de l'écoute, de l'imagerie. C'est des satellites qui sont là pour regarder ce qui se passe, pour t'envoyer les images, comme ça tu sais ce qui se passe chez ton voisin, où est-ce qu'il a mis ses avions, etc. C'est de l'écoute, c'est du GPS. La première chose qui se passe dans une zone de conflit, c'est que le GPS est brouillé. C'est des choses comme ça. Après, là, maintenant, ce qui commence vraiment à se développer, c'est qu'on essaye d'aller interférer avec les satellites de l'adversaire pour empêcher ces fonctions-là. Le mode ultime de ça, ce serait les détruire, mais personne n'a envie de les détruire au sens explosion, parce que ça fait des débris qui ensuite peuvent aller taper les autres. Donc vraiment, c'est plutôt de la guerre électromagnétique entre satellites. C'est un peu ça qui se passe. Il n'y a pas vraiment de guerre active à coups de missiles et de lasers et de c'est pas Star Wars. Non, c'est pas Star Wars pour l'instant. Mais c'est vrai que ça devient un espace de confrontation de plus en plus. Ouais. Ici, on arrive dans une petite salle d'entraînement. Ici, c'est notre entraînement sur... on a des racks, comme ça, on appelle ça des racks de recherche, en fait, principalement. Ici, tu vas avoir plutôt des expériences sur les matériaux. Et donc, celui-là te fait la physiologie, l'autre va faire la biologie. Et ça vous permet d'analyser comment votre corps réagit à l'espace? Alors, celui-là, pas celui-là en particulier, mais il y en a certains autres. Oui, effectivement, on est aussi cobaye des expériences scientifiques. Mais ça peut être sur, par exemple, les myopathies. Tu te rends compte qu'il y a des atrophies musculaires qui se passent quand tu es dans l'espace. Tu te rends compte aussi que ton cerveau se rebranche différemment. Et ça permet en neurologie de chercher un peu des endroits dans le cerveau où ces branchements se font quand tu apprends à faire du vélo, quand tu oublies, tu peux pas oublier de faire du vélo, quand tu as un accident, des choses comme ça. Et comment le corps réagit à l'espace? Est-ce qu'on vieillit plus vite? Tu as les effets du vieillissement, on va dire, c'est-à-dire que tu peux avoir par exemple de la perte de densité osseuse, la perte de masse musculaire, tu peux avoir des rigidifications un petit peu des artères, des choses comme ça. Ça ressemble à du vieillissement. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui changent. Ton corps s'adapte à l'espace en fait. Et ensuite, quand tu reviens au sol, il faut se réadapter à la vie normale. Et quel âge t'avais quand tu es revenu de ta dernière mission et en réel et du coup en simulé, si tu comptais le vieillissement avec le temps que tu es resté à peu près? Écoute, il n'y a pas de nombre précis, mais on dit qu'en général, ces effets-là, c'est à peu près 10 ans de plus. Et comme je te disais, c'est réversible. Après, pour combien de temps passé dans l'espace? Pour 200 jours à peu près. Pour 200 jours. Ouais, donc en gros, si tu pars à 30 ans, tu reviens physiologiquement à 40. Ouais, c'est ça. Okay. Pas sur tout, mais sur certains systèmes. Okay. Et après, tu regagnes. Après, il y a aussi le fait de voler très très vite, qui fait qu'avec la théorie de la relativité, le temps se compresse un petit peu, l'espace-temps se compresse. Donc en gros, tu reviens aussi un peu plus jeune grâce à ça. Mais là, c'est plus jeune de 4 millisecondes, donc ça ne change pas grand-chose. On va passer par là. Il y a combien de personnes qui s'entraînent ici? Combien d'astronautes à peu près? Ici, on est... Alors attends, nous on était 6. Ensuite, on est 12 nouveaux ici. 23 en Europe, allez, on va dire. Où est-ce qu'on arrive ici, on arrive à la piscine, ce qu'on appelle la NBF. C'est un bassin de plongée d'une dizaine de mètres, pas tout à fait 10 mètres, 9 mètres 90, où on va immerger dedans, tu vois. Là, on a parlé de l'entraînement à l'intérieur, ouais. Et là, ça parle de l'entraînement à l'extérieur. Okay. Et ces modules, on va les descendre. On a pas mal d'équipements et on va répéter, là pour le coup, la partie initiale, on va dire, des sorties en scaphandre qui se déroulent à l'extérieur de la station. Il fait chaud ici. C'est hyper chaud. Ok, merci.
Merci. C'est entraînement en milieu tropical ici en fait. Ouais, c'est ça, c'est parce que l'eau est chauffée pour pas qu'on soit congelé, parce qu'on reste longtemps dedans, on reste plusieurs heures dedans. Alors ici dans la piscine juste derrière moi, c'est là où les astronautes s'entraînent par 10 mètres de fond pour leur sortie extravéhiculaire. C'est pour se préparer à des sorties de la navette spatiale pour réparer ou installer des équipements par exemple. Bah, si j'étais en entraînement, écoute, il y aurait ces modules, enfin une configuration, on peut en faire plusieurs de modules qui sera au fond de la piscine. Il y aurait toute une armée de plongeurs, on serait 2 déjà parce qu'on est toujours 2 à faire des sorties extravéhiculaires, donc 2 dans le scaphandre. Okay. Il y aurait une armée de plongeurs qui sera autour de nous parce qu'en fait l'idée de tout ça c'est qu'il faut représenter l'impesanteur, le fait de flotter. Okay. On sert de la flottaison de l'eau, mais évidemment ça veut dire qu'il faut que tu ajustes ta flottaison. Est-ce qu'il y a une différence justement entre la gravité et on va dire l'apesanteur dans l'eau? Ouais, alors c'est plus difficile de se mettre en mouvement parce que l'eau va évidemment résister à tes mouvements, mais c'est plus facile de t'arrêter. En impesanteur, si tu te mets en mouvement, c'est très facile. Par contre, pour t'arrêter, il faut vraiment le mouvement opposé. Et ça, on n'a pas l'habitude parce qu'en général, l'eau amortit nos mouvements, on va dire. Et ici, ce qui va se passer, c'est que si tu ajustes à peu près ta flottaison, ça veut dire qu'on peut rajouter des mousses pour être un peu plus flottant, ou au contraire des poids pour être un peu moins flottant. On essaie d'être à peu près neutre. Pareil pour tous les outils, tu vois, il y a du métal. Il ne faut pas que ces trucs-là, quand on s'en sert, ils t'entraînent au fond de la piscine. Le scaphandre, il pèse 150 kg, il est pressurisé, c'est une vraie armure. Ça, il faut imaginer, tu as quand même plein d'épaisseur et c'est pressurisé. Et ici, on a les différentes. Ça, c'est la station que tu porteras sur ta taille avec une représentation des différents outils qu'on peut avoir. Ici, c'est tout ce qui va nous servir à nous accrocher. Et tu vois, c'est comme des longes d'escalade, mais avec des systèmes de sécurité un peu quand même avancés. Et évidemment, tout ça, ce sera à l'extérieur de la station, donc plus 150, moins 100 degrés. Les contraintes thermiques sont énormes, surtout sur les métaux. Combien de degrés? Plus 150, moins 100, ouais. Ok. À l'extérieur de la station, en surface. Hein. Ça simule l'extérieur de la station spatiale. Ouais, ça c'est une maquette du module Columbus, qui est un peu la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais là, plus haute fidélité sur l'extérieur. Tu vois, on a encore nos séries de poignées jaunes. C'est quoi les enjeux aujourd'hui des entraînements à l'extérieur? Pourquoi vous vous préparez à ça et qu'est-ce que vous faites à l'extérieur? Ouais, on se prépare à ça parce que c'est le truc le plus difficile que tu puisses faire. Tu vas sortir 6-7 heures dans un scaphandre qui s'oppose à tes mouvements. Chaque fois que tu bouges, chaque fois que tu fermes les bras, c'est comme si tu écrasais une orange ou une balle de tennis. Ce qu'on fait à l'extérieur, c'est d'abord principalement de la maintenance. On a 12 pannes. C'est un peu le Big 12 qui pourrait nous amener à sortir rapidement. On a du contrôle thermique à l'extérieur de la station. Si jamais ça commence à pas marcher, tout va surchauffer, on va perdre le système électrique et c'est pas une situation d'avenir. Okay. Donc on a pas mal de pannes qui nous amènent à sortir et à réparer. Ça, en premier lieu, c'est de la sécurité. Ensuite, nous, par exemple, on est allé installer des nouveaux panneaux solaires sur la station. On voyait bien qu'ils se dégradaient, c'est normal. C'est comme des panneaux solaires à la maison, au bout d'un moment, ça vieillit. Et nous, on est allé installer toute une nouvelle série de panneaux solaires qui ont augmenté de 30% la puissance disponible pour l'intérieur de la station. C'est ça, c'est des réparations de maintenance. Parfois des trucs critiques, mais pas très souvent. Parfois aussi des expériences scientifiques. On a un spectromètre qui s'appelle AMS qui cherche la matière noire à l'extérieur de la station. Okay. Il a eu des petits soucis techniques et on a des collègues, c'était 2 ans avant moi, qui sont sortis pour le réparer. Et j'ai vu qu'il y avait plein de débris aujourd'hui dans l'espace. Est-ce que un risque, ça pourrait d'être percuté par un de ces débris et de devoir intervenir également? Ouais, clairement. Alors ça peut arriver, mais si tu es percuté par un débris, le premier truc à faire, ce sera de colmater la fuite par l'intérieur. On a des procédures d'urgence pour ça. Ensuite, en deuxième lieu, tu peux aller à l'extérieur et essayer de réparer. Par contre, le vrai souci, c'est si toi, tu es à l'extérieur et tu es percuté, là, tu as un trou dans la combinaison. Évidemment, il faut imaginer, c'est comme de la plongée à l'envers. Hein. On a l'air à l'intérieur, on a le vide à l'extérieur. Un trou, tu perds ton air. On essaie d'avoir au moins 30 minutes de réserve tout le temps. Mais un des exercices qu'on fait, alors pas ici, mais dans la piscine de la NASA, qui est 10 fois plus grande, c'est tu es à l'autre bout de la station. Et là, ton partenaire commence à plus te répondre parce qu'ils ont dit à la radio, à partir de maintenant, tu fais le mort. Et là, il faut le ramener, le faire rentrer dans le sas, le reconnecter à l'oxygène, à l'autre bout de la station en moins de 30 minutes. Et c'est une grosse charge à déplacer. C'est très physique. C'est pour ça que vous faites autant d'entraînement, c'est pour être paré vraiment à toutes les situations, j'imagine. Ouais, exactement. À l'intérieur, il y en a 3. Hein. C'est vraiment dépressurisation, le feu, une atmosphère toxique. À l'extérieur, ce qu'il ne faudrait pas, c'est lâcher, se détacher de la station ou lâcher un élément ou avoir une malfonction du scaphandre, notamment un trou dedans qui te ferait perdre ton atmosphère. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es fait peur? Ton pire moment dans l'espace, c'est quoi? Ouais, il y en a eu. Nous, on a perdu l'orientation de la station, c'est-à-dire que la station a commencé à faire des loopings pour une histoire d'un module russe qui est arrivé et qui a été connecté de manière un peu étrange à la station, qui a démarré ses moteurs et qui a tout emporté avec lui. On a fait 2 tours et demi et on a eu de la chance parce qu'on est arrivé au final à arrêter la situation, mais au début, c'était mal engagé. Ouais.
Tac. Bon. Ça va? Ça va, C'est chaud, hein. Aujourd'hui, le spatial, c'est assez coûteux. J'ai vu qu'il y avait du coup le budget spatial européen qui avait été rehaussé. Enfin, il y a une demande pour le rehausser en tout cas à 22 milliards d'euros. J'imagine qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ne comprennent pas forcément qu'on mette autant d'argent dans le spatial avec tous les conflits qu'il y a, le réchauffement climatique. Qu'est-ce que tu réponds toi à ça et pourquoi pour toi c'est aussi important justement En fait, c'est hyper facile déjà. Si tu sais qu'il y a le réchauffement climatique, c'est parce qu'il y a une agence spatiale. Et ça, c'est vraiment vrai. Les variables climatiques, tu peux les mesurer que depuis l'espace. Ce serait bien d'avoir une flotte de bateaux tous les 100 mètres dans le Pacifique sur 11 000 km, mais c'est pas possible. Le seul truc que tu peux faire, c'est d'avoir des satellites qui tournent autour de la Terre et qui vont mesurer la hauteur des vagues, la température, les gaz à effet de serre, etc. Aujourd'hui, si on sait qu'il y a le réchauffement climatique, c'est parce qu'on a cette flotte de satellites. Et ensuite, on met les données à disposition des scientifiques gratuitement partout dans le monde. C'est ça, un des rôles de l'agence spatiale. Tu as la poignée derrière toi. Et le plus gros budget de l'Agence spatiale européenne, plus d'un tiers, on a 12 départements, il y en a un qui prend plus d'un tiers du budget, c'est l'observation de la Terre. C'est ces missions-là. Donc c'est hyper simple en fait. Les gens essaient d'opposer le spatial et l'environnement, alors que c'est complètement la même chose. Si aujourd'hui on est en position de défendre la planète, c'est parce qu'on a pris le recul de pouvoir mesurer ces trucs-là qu'on ne mesurait pas avant, on ne saurait même pas. Donc ça c'est la première chose. Après, sur les budgets, quand tu cites des chiffres comme ça, 20 milliards, c'est sur 3 ans pour toute l'Europe. Si tu veux, le budget des armées françaises, c'est à peu près 40 milliards par an pour un seul pays. Oui, c'est 2% à peu près du budget de l'Europe, c'est pas si important. Et au final, si tu fais le calcul par citoyen, tu te rends compte que le budget de l'Agence spatiale européenne, c'est aller 12 € à peu près par citoyen européen et par an, via leurs impôts hein, évidemment. Et nous, l'exploration, c'est-à-dire ce qui permet d'envoyer des rovers sur Mars et des astronautes, c'est aller 1,99 € par an. Donc quand tu vois que les gens s'achètent des trucs à 1,99 € par mois, leur souscription et tous ces trucs-là, des fois tu te dis, mais attends, nous on n'est pas si cher que ça. Pour quelques millions, quelques dizaines de millions, on arrive à faire des missions spatiales, alors que, tu vois, pour faire des porte-avions, des Rafales, un accélérateur nucléaire, ça coûte de l'argent, tu vois. Mais c'est au niveau européen que tu peux diminuer le coût par citoyen parce que tu divises par plus de monde. Aujourd'hui, le budget alloué au spatial au sein de l'Union européenne est de 2,2 milliards d'euros, soit 1,4% du budget global. Pour donner quelques points de comparaison, l'agriculture et la pêche représentent 56,9 milliards, Erasmus 3,3 milliards et la sécurité défense 1,2 milliard. Et justement, d'un point de vue du bilan carbone, j'ai vu qu'il y avait une étude qui avait été faite par 3 chercheurs français qui estiment à 1150 tonnes le bilan carbone global pour, par exemple, la navette de SpaceX Falcon 9 avec laquelle vous êtes parti sur l'ISS. Ça peut paraître énorme. C'est l'équivalent de 638 ans d'émissions carbone d'une voiture moyenne parcourant 15 000 km par an. Effectivement, ça coûte du carbone d'aller dans l'espace, mais il faut être aussi un peu honnête dans le sens où tout coûte du carbone. Tu vois, moi j'étais en Antarctique, je vois les gars qui font là-bas une recherche incroyable. C'est-à-dire qu'ils font des carottes de glace à des centaines de mètres dans le fond qui permettent en fait de retracer l'histoire du climat. Parce que dans ces carottes de glace, il y a des petites bulles qui sont prisonnières. Et en fait, dans ces petites bulles, quand tu remontes une carotte de glace d'il y a 800 000 ans, tu la fais fondre, tu as le climat d'il y a 800 000 ans. Et c'est la seule manière qu'on a d'étudier le climat et de voir un peu comment il a changé. Donc tout ça c'est super, ça permet de protéger la Terre, mais évidemment, pour avoir ces gars-là tout l'hiver par moins 80 degrés, bah, ça coûte 400 tonnes de fuel, de chauffage. Donc à un moment, il y a quand même une question de société où il va falloir se dire, ok, toutes les activités humaines, enfin quasiment toutes, coûtent du carbone. Une machine IRM pour soigner les gens à l'hôpital, en énergie, c'est un vrai cauchemar. Mais évidemment qu'on en a besoin et qu'on veut le garder. Donc qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important ? Moi, je suis convaincu que la recherche spatiale, ce qu'on fait en premier lieu, parce qu'elle est là pour ausculter la Terre, ouais, ça coûte du carbone, mais au global, c'est même pas 0,1% du total, et il faut continuer à le faire. Alors, il faut réfléchir à ces usages, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de ne pas être vertueux et de faire n'importe quoi, mais qu'au global, ce qu'on arrive à faire avec ça, c'est bénéfique pour tout le monde. À l'échelle mondiale, le spatial représente 0,00078% des émissions globales, loin derrière l'aviation avec 2,5%, mais ce chiffre pourrait exploser avec l'émergence du tourisme spatial, comme ceux qu'on a vu récemment avec les voyages dans l'espace de la chanteuse Katy Perry et la présentatrice Lauren Sanchez, ou plutôt en 2021 avec celui de William Shatner, l'interprète du fameux Captain Kirk dans la série Star Trek, et le milliardaire Richard Branson. Oh, Jesus. 1, 2, 3, take it up space!
là on parle de recherche et de choses qui sont au final assez vertueuses et surtout dont l'intérêt est palpable. Mais le tourisme spatial aujourd'hui n'a qu'un seul objectif, c'est divertir certains individus. Et en plus de ça, ça pourrait faire exploser le bilan carbone global du spatial. Alors je pense que ça ne fera pas exploser parce qu'il n'y aura pas tant de gens que ça, parce que c'est quand même risqué et très très cher. Mais assez clairement, on est contre. On n'a pas de problème de dire non, nous on est contre. Mais si tu veux, on ne peut pas empêcher les Américains de le faire. Mais nous en Europe, on n'a pas cette velléité-là, c'est sûr. On préférait que ça n'existe pas. Ici, on fait de la réalité virtuelle. Enfin, ils font de la réalité virtuelle en l'occurrence. Bonjour. Ces jeunes garçons. Et c'est ici qu'on va répéter plusieurs. Maintenant, comme les modules sont loin et sont difficiles d'accès, c'est plus facile en fait de faire ça en réalité virtuelle que de le faire en réel. Et c'est ici qu'on développe ces capacités-là. On va avoir du Columbus, tu vois, tout ce qu'on a vu dans le casque, tout ce qu'on a vu en réel un peu tout à l'heure, tu peux le simuler ici. Et puis on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire la Lune, on peut faire plein de choses. Et ça, c'est un vrai entraînement justement Ouais, alors mais ça, c'est arrivé après nous. Malheureusement, c'est plutôt les plus jeunes qui ont beaucoup profité de ça. Nous, quand je dis nous, c'est ceux de la promotion de 2009, là, les gars de mon âge. On n'en a pas trop profité, mais eux, ils sont beaucoup entraînés là-dessus pour la robotique notamment. Là, ici, tu as la station de pilotage du bras robotique, un truc que tu peux entraîner en virtuel. Et eux en ont beaucoup profité, ouais. On peut essayer ? Ouais, vas-y. Là, vous allez être tous les deux dans la station, au même endroit. Et il faut faire les mouvements 0G pour se balader dans la station, donc toi, tu vas connaître. Ça reste une simulation, donc voilà. Si tu te sens pas bien, il faut arrêter. Ça peut faire quel effet ? Ça fait l'effet justement de Space Motion Sickness. Ça fait l'effet de désorienter un peu le cerveau. Mais il y a toute la station qui est simulée telle quelle. Et voilà, donc ça on entraîne en fait, on a entraîné Svawosh là-dessus, on a entraîné les gens qui s'envolent dans la station juste avant qu'ils partent. On leur fait plusieurs séances, comme ça ils connaissent la station, ils ont les mouvements 0G un peu simplifiés évidemment. Et l'autre part, c'est qu'on s'est aperçu, l'effet secondaire, c'est que ça pourrait minimiser un peu les effets sur le cerveau, un peu du mal de l'apesanteur. Parce que ça arrive la première fois que tu étais sur la station spatiale, tu as eu ça, ce mal de l'apesanteur ? Moi, j'ai pas eu en montant, j'ai eu de la chance, mais il y a des gens, il y a à peu près 30% des gens, enfin on ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles, mais ouais, une personne sur 3 ou 4 qui est un peu malade au début. Et au retour, ça fait comme le bateau, est-ce que tu as le mal de, t'as le mal de terre? Ouais, c'est ton système d'oreille interne, ton système d'équilibre qui s'est adapté à la vie en apesanteur, qui doit se rebrancher pour vivre au sol, et ça prend un petit peu de temps. Alors je vais vous installer, alors vous êtes tous les deux ici. Alors Thomas, tu serais plutôt là, parce que là il y a ton nom. Là, tu t'appelleras Lionel. Très bien. Je vais changer le nom. Non, ça va très bien Lionel. Donc alors, ça marche comment pour vous deux? Vous êtes dans la station en 0G. Il faut attraper les mains courantes et tous les objets qui sont durs avec les gâchettes, et se pousser, en fait tirer le monde vers soi. Max là. Et après lâcher. Et puis vous allez vous voir l'un avec l'autre. Voilà. Je suis hyper désorienté. Le sentiment est très étrange. Je sais plus où est le haut, où est le bas. Oula, wow, je vais vomir. Ah ouais? Non, pas à ce point-là, mais le mouvement m'a vraiment surpris. Ouais, le mouvement est un peu parfois surprenant. Là, si tu tires un peu, tu avances dans la coupole. Et là, tu vas avoir la vue de la coupole. Là, on n'a pas fait défiler la Terre. La vue que tu as. Donc là, c'est la vue que tu as quand tu es dans la station. Ouais, et donc ici, c'est un endroit où on aime bien passer du temps, que ce soit de jour, de nuit, il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours quelque chose de surprenant, la vue est magnifique. On peut non seulement contempler la Terre, mais aussi contempler notre propre station spatiale. Sans grande surprise, Thomas est un peu plus à l'aise que moi. Ouais, quoique, tu sais. Il faut s'habituer, c'est quand même un logiciel. Oh là là, attends, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout se barre là? J'ai un mec qui me lance des trucs là. Désolé. Allez, éteins-toi. J'essaie de me retourner. Et là, du coup, on est sur une simulation donc, faite pour l'entraînement. Il y a eu beaucoup de films qui ont été réalisés dans l'espace. C'est quoi le plus réaliste pour toi, Thomas? Le plus réaliste pour moi, c'est... alors Gravity, c'est pas mal, sauf certaines scènes. Moi, ce que je préfère, c'est Seul sur Mars. Seul sur Mars, hyper réaliste? Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. Et le pire? Le moins réaliste dans les récents, ce serait Interstellar, je pense. Interstellar, pas du tout réaliste. Ouais. Alors, c'est pas qu'il est pas du tout réaliste, mais c'est un film de science-fiction, d'anticipation, quoi. Ouais, ok. Bon, allez, on te laisse dans Columbus, hein. On y va. Comment je sors? Ok, je peux l'enlever du coup? Ouais, c'est bon, je vais prendre tes mains. C'est quand même la simulation hardcore, celle-ci. Ouais, mais c'est pas mal. On en a des plus cool comme la Lune, l'extérieur, les sorties dans l'espace, c'est plus facile que ça. Donc là, on a vu le côté VR, mais il y a une Lune reconstituée ici, c'est ça?
Il y a un endroit qui s'appelle Luna, qui est un simulateur, on va dire grandeur nature, d'entraînement pour les missions lunaires. Ouais. Ok. Ouais. Là, on peut pas y aller parce qu'il y a un entraînement du coup en ce moment, mais ça sert à quoi justement ce simulateur? Ça sert à préparer les missions qui vont être les nôtres dans quelques années, pour le retour vers la Lune avec le programme Artemis entre autres. Et donc c'est un endroit, il faut imaginer un grand bâtiment un peu dans le noir, avec plein de systèmes qui nous permettent de reproduire l'environnement lunaire. Il y a du régolithe, l'équivalent du régolithe, la poudre lunaire au sol. Tu peux creuser dedans, tu peux même simuler de l'eau liquide au fond. Tu as une rampe qui s'abaisse, tu peux ajuster l'éclairage. Et ça sert à nous à répéter les missions d'astronautes, mais surtout aux scientifiques, aux ingénieurs de tester le matériel, tester les procédés et voir ce qu'ils pourront faire une fois qu'on y sera vraiment in situ. Et est-ce qu'on va retourner sur la Lune? Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce que toi tu vas y aller? Alors, le programme Artemis, c'est le retour vers la Lune de notre siècle, avec une approche plus durable où on utilise les ressources in situ. Pas juste aller planter un drapeau et revenir, en coopération internationale et avec une station aussi autour de la Lune qui s'appellerait la Gateway. Et ça, l'Europe a jusqu'à 2030, normalement, 3 places pour aller participer à ces missions-là. Ouais. Tu sais si tu seras dedans ou... Non, je ne sais pas si je le savais. En tout cas, des candidats, j'imagine. Oui, bien sûr. Et c'est quoi la mission que tu rêverais de faire absolument avant de prendre ta retraite? Écoute, la Lune, ce serait quelque chose d'incroyable, tu vois, parce que mine de rien, il faut voir que c'est 1000 fois plus loin que l'orbite basse terrestre, 400 km la station spatiale, 400 000 km la Lune. Le faire en coopération internationale avec des pays de bonne volonté, ce serait absolument top. Et je pense de voir la Terre, quand on a eu Artemis 1, la première mission de test du véhicule, 100 000 km derrière la Lune, à peu près, tu as cette photo où tu vois le véhicule au premier plan, la Lune toute petite, et la Terre, une bille dans le fond. Ça, c'est une mission, tu vois, dangereuse, mais où il y aura beaucoup de sensations, quoi. Eh bien, merci. Merci beaucoup. DLR, il y a marqué DLR. Le programme Luna dont on parlait, où la Lune est totalement reconstituée, ça se trouve dans un bâtiment juste là-bas derrière, mais on ne peut pas y accéder aujourd'hui parce que les astronautes sont en plein entraînement. À l'intérieur de ce bâtiment, on trouve une reconstitution hyper réaliste de la surface de la Lune pour préparer les astronautes, les scientifiques et les ingénieurs à vivre et travailler sur la Lune. Pour réaliser ce décor, il a fallu 900 tonnes de poudre et de roches volcaniques dérivées du basalte, imitant la poussière lunaire, ainsi qu'un simulateur solaire pour reproduire les cycles jour-nuit sur la Lune. Ouais. Ici, on est dans la salle de sport des astronautes. C'est ici qu'on va s'entraîner physiquement, tu vois, pour être prêt pour nos missions. Alors ici, c'est pareil, on a une dans chaque centre. Quand on passe beaucoup de temps à la NASA, on passe beaucoup de temps dans celle qui est à Houston. Mais ici, c'est celle qu'on utilise quand on est là, à Cologne. Et tu vois, elle est équipée de manière assez conséquente. On a aussi des gens qui s'occupent de nous pour nous mettre le plus en forme possible pour les décollages, la mission, l'atterrissage. Et qu'est-ce que ça nécessite justement physiquement de préparer un voyage dans l'espace? Écoute, ça nécessite d'être aussi en forme que tu peux. Il n'y a pas vraiment d'exigence de performance parce qu'on a des gens qui sont très différents, tu vois, physiquement. Mais il faut être au meilleur de ta forme. Ce que tu veux vraiment entraîner, c'est, on va dire, les muscles un peu profonds, les muscles de la colonne vertébrale, des cuisses, des choses dont tu ne te serviras pas vraiment, pour les muscles de la posture pour tenir debout. C'est pas difficile d'avoir des gros biceps dans la station spatiale. Il suffit de tirer sur un élastique pendant 200 jours. Par contre, les muscles profonds de la colonne vertébrale, c'est plus compliqué. On essaie vraiment d'être en forme à ce niveau-là, le cardio, et puis tout ce qu'on va pouvoir faire pour être en bonne forme pour résister aux accélérations du décollage et de l'atterrissage. Et combien de temps vous vous entraînez par jour et pendant combien de temps avant par exemple un voyage? Idéalement 1h30 par jour ce serait bien. Après c'est comme dans la vie de tous les jours, parfois tu n'as pas le temps parce que tu as des choses techniques qui font que le sport ça devient le soir ou tôt le matin ou parfois même pas du tout. Mais il faut essayer d'avoir un peu de discipline et de faire au moins 1h30 par jour. Sur le niveau physique requis, est-ce que c'est comparable à celui par exemple d'un sportif de haut niveau ou pas forcément? Non, pas du tout. Alors il y a des gens chez nous qui sont extrêmement sportifs, qui font des Ironman, des choses comme ça. Mais il y a aussi des gens chez nous qui sont sportifs suffisamment pour aller dans l'espace, qui sont loin d'être à ce niveau-là. Et il y a un peu de marge entre les deux en gros. Donc il faut faire le meilleur que tu puisses faire, mais il n'y a pas d'exigence de performance. Il faut être en forme, c'est comme des pilotes de chasse. Tu vois, les pilotes de chasse, on ne peut pas dire qu'ils soient tous sportifs de haut niveau. Je ne suis pas sûr qu'ils fassent tous des Ironman, mais c'est des gars qui sont en forme et des filles qui sont en forme et qui sont capables d'encaisser ce que c'est physiquement qu'un vol. Donc c'est plus une préparation, on va dire, technique, et j'imagine qu'il faut aussi un bagage. Il y a des études par exemple pour devenir astronaute? Ouais, alors aujourd'hui ce qu'on demande pour la sélection, c'est d'avoir un diplôme de master, donc un bac+5.
en sciences et techniques en général. Mais il y a des gens qui ont été médecins, il y a des gens qui ont été évidemment chercheurs, ingénieurs, pilotes d'essai. Il y a eu aussi des sous-mariniers, des gars des forces spéciales, ça dépend aussi un petit peu des pays. Mais on voit bien que ça s'ouvre de plus en plus, notamment pour l'âge. Nous, on a reculé les critères d'âge. Avant, on prenait des gens plutôt jeunes. Maintenant, on s'est dit qu'il fallait ouvrir un petit peu tout ça. Et on a notamment aussi fait la première sélection pour quelqu'un avec un handicap. Alors évidemment, pas tous les handicaps, mais il y a une liste qui a été faite basée sur les Jeux paralympiques pour dire qu'est-ce que ça prendrait d'envoyer quelqu'un d'handicapé dans l'espace, quel handicap, qu'est-ce qu'il faudrait changer de tous nos systèmes que tu viens de voir pour pouvoir envoyer cette personne dans l'espace. On a fait toute cette étude les 2 dernières années. Et là, on a la première personne qui est qualifiée, on va dire médicalement, pour faire une mission de 6 mois dans la station spatiale. Alors après, on ne sait pas quand cette mission aura lieu, si elle aura lieu, etc. Mais au moins, on a essayé de penser un petit peu différemment et puis d'être un peu plus inclusif. Ouais. Et c'est aussi important pour la recherche, j'imagine, si demain on devait faire vraiment des vols habités avec potentiellement des civils. Donc, si on imagine ça à très long terme. Oui, bien sûr. Là, pour l'instant, c'est une activité exigeante dans le sens où il faut, on va dire, un certificat médical. C'est pas juste n'importe qui, comme en voiture ou comme en train, qui peut monter. Peut-être dans le futur que ça changera, mais pour l'instant, ça n'en prend pas tellement le chemin parce qu'il faut quand même s'arracher à la pesanteur et aller se mettre en orbite. Et ça, ce sera forcément quelque chose de dynamique. Pour l'instant, on ne sait pas le faire autrement qu'avec une fusée. Et c'est cette partie-là, surtout, qui est dimensionnante. Une fois qu'on est à bord de la station spatiale, tu as vu, on flotte et tout va bien. C'est vraiment la partie aller, la partie retour qui sont les plus discriminantes. 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Tu vois, ça c'est la maquette de la station spatiale et c'est là que tu peux remettre ensemble toutes les parties qu'on a vues. Tu te rappelles, à l'arrière, là-bas, je t'ai parlé de l'ATV, ravitailleur européen, qui était arrimé au morceau russe. Ici, jusqu'à peu près au milieu, c'est la partie de conception russe. Et à partir de l'avant, tu vois déjà le changement d'apparence extérieure. C'est la partie plutôt sous leadership américain. Nous, notre module Columbus, il est là, à l'avant, à tribord, à droite. À bâbord, c'est le module japonais. Et là, la cupola, tu vois, donc, où tu regardais la vue, elle est juste au-dessus de nous, avec ses volets ouverts et pour regarder directement vers la Terre. Ça fait combien de mètres carrés ? Alors, ça fait des mètres cubes plutôt, mais ça fait 400 mètres cubes à peu près. C'est le volume intérieur d'un Boeing 747. Ok, quand même. Ouais. Et il y a beaucoup d'équipements. Hein. Ça a l'air spacieux, mais en fait, au final, tu es toujours en train de pousser les murs. Et j'ai ma demi-sœur qui bosse à la base spatiale de Kourou, à la base de lancement. Elle m'a soufflé une question que je trouvais assez rigolote. Elle m'a demandé pour les odeurs. Il y a une légende qui dit qu'apparemment dans la station, ça sent pas la rose. Non, c'est pas vraiment vrai. Alors peut-être que c'est le cas, mais quand tu es dedans, tu sais, c'est comme un sous-marin ou comme un avion de ligne. Hein. Parce que tu peux ouvrir la fenêtre pour aérer, j'imagine. Là tu peux pas vraiment. Mais non, moi je trouve que ça sent. Alors il y a des endroits, si tu vas mettre ton nez sur les toilettes, bon, ça c'est peut-être pas génial, mais globalement ça va. Moi je trouve qu'il y a des endroits où ça sent l'encens. À l'endroit où on filtre le CO2, comme il y a beaucoup de combustion à cet endroit-là, je trouve que ça sent l'encens, une odeur un peu de brûlé qui est presque sympa. Et ça dépend des endroits, mais globalement, moi j'ai jamais été incommodé par les odeurs à bord de la station spatiale. Et est-ce que l'espace, ça a une odeur totalement neutre ou il y a des odeurs dans l'espace ? Il y a pas de molécules d'air si tu veux, donc il n'y a rien pour transporter une odeur. Le seul truc que tu peux dire, c'est quand un matériau a été dans le vide de l'espace et qu'ensuite tu le rentres à l'intérieur de la station, ça peut arriver. Souvent il y a une odeur et c'est une odeur de chaud, de brûlé. Un peu, moi je trouve que ça sent presque le monoï, tu vois, les gens qui ont trop bronzé sur la plage. Il y a vraiment ce côté un peu fumé, un peu soleil. Et c'est parce que les contraintes thermiques à l'extérieur, quand tu es en plein soleil, tu chauffes énormément. Et évidemment, c'est ça que tu sens plutôt qu'autre chose. Ok, trop bien. Top. Ouais, je pense qu'on est bien. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, avec plaisir. C'était top. Merci d'être venu. C'est bien qu'on ait réussi à le faire. La prochaine fois, on se suit pour un entraînement de plusieurs jours avant la mission. Ouais, si tu veux. Il faudra qu'il y ait une mission. Mais ça va venir. T'as mon téléphone ? Parce que là, du coup, vous avez aucune idée. Toi, t'es pas présenté sur un équipage ? Tu le sais 1 an et demi à l'avance à peu près. Okay. Donc là, pour l'instant, non. Après, on verra bien ce qui se passe dans les années qui viennent. Mais c'est un peu chacun son tour. Tu vois, là, Sophie fait sa mission. C'est bien, c'est ça qui est important. Après, on verra. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles explorations.